So, bonjour. So, bonjour à tous, and thank you, Gregory Mann, Director of Perfumes, for being here with us tonight and this morning for us. We really enjoyed Perfumes. We have shown a lot of films with Emmanuelle DeVos. I think a lot of our people from our audience really like her, and it was really a pleasure to see Gregory Montel from Call My Agent in such a wonderful role. And it's really it seems that it's really the year where all the Call My Agent actors get great roles, because we are also going to show, we're also showing My Donkey, My Lover and I, which is Antoinette dans les Cévennes, that stars Laure Calamy, who's also in Call My Agent. And I'm going to start the first question, because I saw that, so you directed a first film 10 years ago, and it also starred Gregory Montel. So can you tell us about your relationship with him, how it is to make a film with somebody who's not very well known, and then now he's almost a star in France. So and why 10 years between two films? So Grégory Montel, dans mon premier long métrage qui s'appelle L'air de rien, c'était son premier rôle. Et en fait, j'avais écrit cette histoire et je cherchais un comédien pas connu, parce que dans L'air de rien, l'autre personnage incarné est un chanteur connu qui incarnait son propre rôle. Donc, je voulais quelqu'un de pas connu en face. Je ne sais pas à quel moment je dois laisser traduire. Oui, c'est bien. So for L'air de rien, which was Gregory's first movie, he wanted to have an actor who had not had a great role yet, and this was Gregory Montel's first role. And the other character was someone who's already famous playing his own character, so it was great to have this contrast between the two actors. Dominique Besnéard, quelqu'un qui s'appelle Dominique Besnéard, qui est le producteur de Call My Agent, était un agent avant d'être producteur très très connu en France, l'agent le plus connu de France, qui avait toutes les stars françaises de Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, etc. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu connais un jeune acteur pas connu? Et il m'a tout de suite dit Grégory Montel. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Grégory Montel, grâce à Dominique Besnéard, qui plus tard est devenu le producteur de 10%. So Gregory met Gregory Montel through Dominique Besnéard, who's now a producer. He's actually the producer of Call My Agent, but he used to be an agent himself and had the biggest celebrities. He had Isabelle Adjani, he had Gérard Depardieu, and he happened to have Gregory Montel, and he's the one who introduced to Gregory's when Gregory Magne was looking for an up-and-coming actor. Et dès notre première rencontre avec Grégory Montel, à part le prénom qu'on a en commun, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de choses en commun, notamment qu'on venait de ce qu'on appelle la province, et qu'on y était très attachés. Et voilà, et le café s'est transformé en repas, qui s'est transformé en après-midi de discussion. Et on est devenus amis, et on est restés amis après ce premier film. On habitait jusqu'à il y a peu, pas très loin l'un de chez l'autre, donc on se connaît vraiment très bien, on connaît nos familles respectives, nos parents respectifs, nos amis d'enfance respectifs, etc. Et donc, quand j'ai écrit ce deuxième long métrage, c'était évident que j'avais envie de retrouver Grégory Montel comme comédien. Parce que quand j'écris, je sais précisément comment il peut interpréter la chose. So they really clicked very quickly upon meeting. They both come from the Provence, so outside of the big cities of France. And they met for coffee, which turned into a lunch very quickly, and then into longer discussions.
They became really close friends. They have been neighbors for a long time. They know each other's families, each other's best friends. And so when Grégory was writing his second long feature, he was thinking of Grégory Montel as having this role from the beginning. Et entre les deux films, j'ai fait des documentaires, j'ai fait aussi des petites choses de fiction pour la télévision, des petits sketchs, on va dire, notamment avec Grégory Montel encore. Voilà. Et puis j'ai écrit. And so in between the two long features, he's done documentaries. He's also written smaller fictions and skits for TV, also with Grégory. And he's been just writing. Merci. Thank you. Okay, would anybody else like to ask a question for Grégory? Open it up to the audience. Well, I'll ask you one, Grégory. How did you come up with the idea of Les Parfums, of this film? Where did the idea of working with perfume come from? L'idée de l'odeur, si je vous raconte la vraie histoire, j'étais dans le métro un lundi soir d'hiver où on était très serré. Et donc, dans ces cas-là, il y a beaucoup de parfums, d'odeurs, etc. qui s'échangent. Et je me disais, quelqu'un qui aurait un odorat plus développé que la moyenne, comment est-ce qu'il percevrait cette situation? Et plus généralement, comment il appréhenderait le monde? Comment chaque rencontre, chaque nouvel espace, nouveau lieu, s'il le perçoit d'abord par l'odeur, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur le caractère de cette personne? C'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire un personnage de nez. Et puis évidemment, ce qui était très excitant en termes de scénario, c'était comment faire au cinéma, où on a du son, où on a de l'image, mais où on n'a pas l'odeur, comment faire pour suggérer ces sensations olfactives et ces parfums aux spectateurs. Donc le défi, à passer l'idée du personnage de nez, voilà, le défi de scénariste me plaisait bien, quoi. So the idea came on a winter Monday night when he was in the metro squished with a crowd and there were all these smells, and he just started to imagine how would someone with a very developed sense of smell, how would they live the situation of being in this crowded metro with all these smells. And it then came the idea of how would they, how do they see the world in general if this is their primary sense that is more developed. And then he got interested in building a character of a nose, so a perfume specialist, I guess, and developed a scenario on how he could convey this. And the biggest challenge was how to convey a sense in an art that is mostly visual and with sound. Go ahead, Adrienne. Yeah, I thought this was a splendid comedy, and like most excellent comedies, it had unusual and well-developed characters. And Emmanuel DeVos absolutely embodied this person with an almost Asperger-like preoccupation and sort of a perfume savant. I have, and I want to say, by the way, there was one exception to what you said about smell usually being an absent sense in films, and that was a film made by a man named John Waters, some called, I think it was Odorama. It had a smell. It had a smell. It had a smell card that they gave out, and somewhere in my house this still exists. And I mean, I'm tormented by not having it, but it had the smells which you sniff, scratch, and sniff as the things came up. I thought it was a wonderful novelty. I have a rather silly question. J'adore de Dior is a perfume that actually was created by an actual nose named Calice Becker. And in the film, the character says that she created the perfume. I just wondered how this could sort of be, since it's a reality and also a fiction there. Je veux bien, Marie, que vous traduisiez la fin de la question pour être sûre. Oui. Du coup, donc elle a l'air très au courant des créations de parfums qui donc a été créée par une autre personne qui est née. Une dans la femme, ouais. Du coup, Une vraie femme. Comment est-ce que vous avez joint
le fait qu'il y ait cette personne réelle qui ait créé ce parfum et que vous ayez pu le rendre en fiction créé par Anne Wahlberg dans votre film, est-ce que ça a été... est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, il y a une histoire qui n'est pas très glamour, mais dans le scénario de départ, c'était un parfum inventé qu'avait créé Anne Wahlberg. Et c'est vrai qu'on se disait ce serait quand même vachement plus fort qu'elle ait créé un parfum que tout le monde connaît, donc un des top 3 ou 5 des parfums en termes de vente. Et on a fait lire le scénar à Dior, voilà, qui a aimé le scénar et qui a dit ben nous, ça nous amuse que ce soit J'adore et qu'on ait ce petit lien avec le film. Voilà. Mais ça s'est fait vraiment à la toute fin. Nous, on était très contents. Eux, ça les amusait plus qu'autre chose. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout gentiment. Mais on n'a pas rencontré, on a travaillé avec des nez, évidemment, avec Emmanuel, mais pas celui qui a créé J'adore en l'occurrence. On a travaillé avec une femme qui s'appelle Christine Nagel, qui est le nez de Hermès, et qui a proposé à Emmanuel de venir plusieurs jours dans son laboratoire, qui lui a proposé même de créer son propre parfum. Donc Emmanuel est parti d'une feuille blanche et a créé son propre parfum, qui est devenu pendant le tournage le parfum d'Anne Wahlberg. Voilà. So at first, in the first writing of the scenario, there was not the perfume that that was mentioned was not made by anyone. Sorry, it was not a famous perfume or anything. And then they thought it would perhaps have more impact if they could put a known perfume that was maybe top 3, top 5 perfume that people would just know. And the scenario was read by Dior, who immediately liked it, and they agreed that the film could carry the name of J'adore of Dior as a creation of Anne Wahlberg. But in real life, they actually worked with a different nose, so not the real creator of J'adore, but Christine Nagel, who is the nose for Hermès. And Christine even invited Emmanuelle DeVos to spend a few days with her in her lab, and Emmanuelle created her own perfume from scratch. So she had a view on the whole process of the real work of a nose. Oui, c'était une manière pour elle d'apprendre les gestes, d'observer Christine Nagel, qui est une femme dans les mêmes âges que son personnage, toute sa gestuelle, son vocabulaire, de comprendre, et puis de savoir, quoi. Même si dans le film, elle aurait pu se passer de savoir faire des parfums, mais elle avait envie de savoir comment ça se faisait, quel était le degré de précision, le degré de liberté, les contraintes marketing éventuellement ou commerciales. Voilà, elle voulait savoir tout ça pour être un vrai nez, enfin le plus vrai possible en tout cas. So it was great for Emmanuelle to meet Christine, so the nose of Hermès, and observe her and spend time with her to learn about all the different processes of creating perfume, the vocabulary, what goes into it, also the gestures, like the whatever movements you have to do when you actually create a perfume. The two women are also roughly of the same age, so she could really relate to her in creating her persona for Anne Wahlberg. Yeah. Matthew Marsom, you have your hand up. Would you like to ask your question? Yeah, hi. First of all, thank you for a really beautiful film. Really loved it. But I love particularly the scene of the father and the daughter on the day out to the coast. And so I have a geography question. Where was that filmed? And again, it was a really beautiful scene. So thank you. Okay. La scène de la plage, c'est ça, il veut savoir Oui, où c'est. où est-ce que ça a été filmé? C'est une question géographique. Alors, d'accord. Alors, une réponse géographique, d'abord, ça a été filmé à Trouville, en Normandie. Et ensuite, sur la scène de la plage, on a une chanson d'un chanteur qui s'appelle John Prine, que vous devez, peut-être mieux connaître que nous en France. Et voilà. Et John Prine, que j'ai découvert grâce à ma compagne qui est américaine et que j'ai eu la chance de voir à Paris en février dernier et qui malheureusement est décédé quelques semaines plus tard du Covid, comme vous le savez peut-être.
Oh, no. So this scene is filmed in Trouville in Normandy, which is on the west coast of France. And it happens to have a song by John Prine, which Grégory heard about through his wife. And John Prine, actually, they met in February and he died a few weeks after of COVID. Raphael had a question, or he said, I noticed there are many scenes in gas stations and wondered if there was any specific reason, and also to complement the nature shots you had in the film that are beautiful. Je veux bien que tu traduises, Marie, pardon. Alors, elle demandait juste s'il y avait quelque chose. Il y a beaucoup de stations d'essence. Est-ce qu'il y a une histoire derrière, quelque chose? Et puis, sinon, elle vous complémentait juste sur les scènes de paysages. Merci, c'est ce que j'avais compris. Alors, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très troublant quand on vient aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression de connaître chaque rue, chaque paysage, chaque station d'essence, justement, parce qu'on les a tellement vus dans vos films, dans vos séries, qu'ils font partie de notre mythologie. Et moi, je trouve que le cinéma français a un peu de mal, parfois, alors c'est un point de vue français, mais à raconter la France, en tout cas la France des campagnes, la France des entre-deux villes, des zones intermédiaires, comme on dit. Et moi, c'est des lieux que j'aime tout particulièrement, d'abord parce que j'ai grandi là, et puis que je leur trouve une esthétique voilà, un peu bancale, mais qui fait partie de notre mythologie à nous, c'est-à-dire que le petit bureau de tabac de village, l'aire d'autoroute, le restaurant chinois, le supermarché, tout ça, c'est notre mythologie. Et donc, moi, j'avais à cœur, c'était vrai dans mon premier film, mais c'est vrai encore là, d'essayer de montrer, et si possible, de montrer joliment notre mythologie, voilà, d'en faire un vrai objet de cinéma. So there's one thing in the US which is striking is that in cinema there's a really strong mythology of the streets, the buildings. We see it so much in movies that if you go to the US, you feel like you've seen it before. And France has trouble conveying the same thing for these in-between places between big cities and the full rural countryside. And this is where Grégory is from, and he really had it at heart to kind of to capture this mythology, to develop it in his film, this in-between cities and rural, which has all these places that will show up, which is, for example, the Chinese restaurant, gas stations. It could be the bar tabac. So this is, I have to explain this a little bit. It's a bar, but it also sells, that's where you buy your cigarettes, that's where you can buy your stamps. And it really has a stronghold in all these smaller, semi-rural cities. Yeah, so he wanted to convey all this. In the chat, Mary Jo Graff says that John Prine was from Chicago and she heard him many times at various folk clubs, and it was a wonderful surprise for her to have him in the film. Susie, go ahead. Yes, I wanted to ask regarding the cave and going into the cave, how they were able to go in alone, scratch the wall, touch it. Donc, si vous n'avez pas compris, je peux traduire aussi. J'ai compris. OK. Alors, c'est une soirée où on casse tous les rêves. Les règles. C'était pas simple de trouver un décor de grotte, justement, qui soit une grotte encore un peu brute. Dans les grottes qu'on visite, souvent, le sol est aménagé, et puis il y a des barrières pour les visiteurs, etc. Là, c'est une toute petite grotte qui est gérée par une toute petite association au fin fond de l'Alsace, donc près de la frontière allemande. Mais vraiment, la grotte est grande, avec comme 2 fois mon séjour, quoi. C'est tout petit. Mais visuellement, ça marchait très bien. Elle était brute. On avait le droit d'y tourner comme on voulait, et on avait le droit de peindre sur les parois des peintures rupestres. Voilà, donc les équipes déco en ont fait une grotte
avec des peintures rupestres. Et comme ils se servent de cette grotte pour les écoliers à des fins pédagogiques, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut garder les dessins sur les… Voilà. Donc, il y a une grotte quelque part en Alsace, dans une petite forêt, avec les peintures de Lascaux sur les murs. C'est pas mal. Merci. So it wasn't easy to find a cave where they could film, and they wanted a cave that would still look, untouched and raw. And they actually managed to find a small cave the size of twice as a living room in Alsace, so at the border with France and Germany. And there they could do what they wanted. It was just held by a small little association and little NGO. And they were able to paint, to reproduce paintings of like prehistoric looking paintings. And actually the people who managed this cave kept the paintings for educational purposes for the schools nearby. Excellent. Excellent. There's a question in the chat from Raphael and Emma, and he says, they say, why did you choose Sergi Lopez for the role of the professor? Longue réponse. Il y a, dans les années 90, il y avait un film qui s'appelait Western, réalisé par un garçon qui s'appelait Manuel Poirier, dans lequel on a vu en France pour la première fois Sergi Lopez, qui était accompagné d'un autre acteur, un petit russe qui s'appelle Sacha Bourdeau. Et dans les parfums, il y a Sergi Lopez et Sacha Bourdeau, qui sont dans deux décors et deux personnages séparés, mais qui se touchent, qui se croisent, puisque Sacha Bourdeau, c'est le jardinier et Sergi Lopez, c'est le professeur. Et moi, par affection, par amour pour ce film western, j'avais très envie de réunir Sergi Lopez et Sacha Bourdeau. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est les scènes de Sergi Lopez, si on regarde le texte, c'est pas très sexy, quoi. Ce qu'il a à dire, c'est un médecin qui fait un diagnostic et un médecin qui fait une prescription. Et il fallait que dans ces deux scènes, il développe un charme tel qu'Emmanuelle Devos tombe un peu amoureuse de lui, même complètement, enfin sous le charme. Et donc, je trouvais que Sergi Lopez était un des seuls à pouvoir avoir immédiatement ce charme, ce charisme qui fait que même en expliquant à un patient de quoi il souffre, on puisse tomber sous le charme. So the idea of having Sergi Lopez in the role of the professor came from a movie that he liked that came out in the 90s by Manuel Poirier, which had these two characters. One was Sacha Bourdeau, who was playing a gardener, and Sergi Lopez was in the role of the professor already in this movie. And it was two very different characters, two very different settings. And he had the desire to reunite these two actors. The interesting thing with Sergi's role is that he's a professor. It's not very sexy what he has to do. He literally has to like give Anne Wahlberg the prescription and medical advice. But he wanted that character to be so charming that even when doing this, she would feel seduced by him and create this seductive energy between the two characters. Et pour vous dire, quelques jours, quelques semaines avant la sortie des parfums en France, je suis à la campagne chez ma maman qui me donne un sac avec de vieilles affaires à moi à ranger. Elle me dit, tiens, il faudrait que tu ranges ça. Je ne sais pas où elle l'avait trouvé. Et j'ouvre le sac et dans le sac, je tombe sur un ticket de cinéma qui date de 1997, qui est intact. Et c'est Western, le film avec Sergi Lopez et Sacha Bourdeau. Voilà, donc depuis, j'ai le ticket avec moi dans mon portefeuille tout le temps. And another funny story that came out, so a few weeks before the release of Perfumes, he's visiting his mother who gives him a bag of just things. And randomly in this bag, there was a ticket stub from 1997 of this movie Western, which starred Sacha Bourdeau and Sergi Lopez. So he's holding on to this ticket, to this movie stub. In the chat, there is someone
going on from the previous discussion, who was curious about the disease that she had that made her sense of smell come and go, and the relationship that she had with the professor at the end, who tutored her, which surprised this audience member called Monette. And was he a psychiatrist? It was fascinating, and I have not had a chance to Google the disease or affliction. Donc là, elle aimerait avoir un peu plus de détails sur quelle est cette maladie ou cette condition qui touche Anne Wahlberg sur la perte de son odorat. Ouais, l'anosmie, c'est un des symptômes de la Covid, justement. Et c'est marrant parce que quand j'ai écrit le film, je ne connaissais pas le nom de cette maladie et personne ne connaissait le nom de cette maladie. Et tout à coup, avec la Covid, c'est devenu une maladie dont on parlait dans les journaux presque quotidiennement, quoi. Donc, au moment où le film est sorti, juste après le début de la crise de la Covid, voilà, tout le monde connaissait l'anosmie. Alors que quand on a tourné et quand j'ai écrit le film, personne ne connaissait l'anosmie. Mais c'est une maladie bien réelle qui souvent est temporaire et qui se soigne comme ça. Et pour aller plus loin, Grégory Montel a été un des premiers en mars dernier à attraper la Covid de manière pas très grave, mais il a quand même perdu l'odorat. Et là, il le retrouve petit à petit. Et il m'a dit, mais tu sais, le médecin, il m'a dit exactement ce que dit Sergi Lopez dans le film, qu'il ne faut pas que je cherche à sentir trop d'odeurs, il faut que je choisisse une odeur familière et que je m'attache à essayer de sentir celle-là. Voilà, il m'a dit ça l'autre jour, c'était assez drôle. So I'm not sure what this condition is called in English. It's anosmie in French. So the loss of anosmia. Yeah, okay. Anosmia. Yeah, so it's something that was not very known. I mean, it happens very rarely. And of course, with COVID, it's become something that everyone talks about because it's one of the main symptoms of COVID. It's usually temporary. And Grégory Montel, so the actor who plays Guillaume, happened to have to catch COVID back in March, so a light form of it, but he did lose his sense of smell. And he was told by his doctor the exact same things that the professor says in the movie, of which you should try to smell familiar smells and you shouldn't try to sniff too much and look for smells, but rather just smell familiar things for it to come back. Du coup, je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question qui était sur le professeur. La personne qui pose la question était intriguée sur la relation, le fait qu'il était un peu comme son psychiatre presque, voilà, qu'il y avait une relation particulière. Voilà. Oui, alors moi, je pense qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, enfin, en tout cas qu'ils ont une histoire après, mais en même temps, j'aime bien ne pas forcément appuyer ces choses-là. Je pense que si on regarde le film comme il faut, on se dit que c'est ce qui se passe. Mais j'aime bien laisser comme ça des choses un peu en suspens, comme pourquoi Arsène est dans ce restaurant chinois, etc. J'aime bien qu'il y ait des choses, que tout ne soit pas raconté dans le film et qu'il y ait des choses qui restent, je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça, mais dans le pli de la page, quoi. Et chacun se fait son idée sur ça. Well, he wants to suggest that there is a love story that's going to develop between the two. He leaves it open to interpretation, but of course it's a little more than just a doctor-patient relationship. So it's something that Grégory wants to on purpose leave for the viewer's interpretation and to be read between the lines, that there's going to be perhaps something more between the two characters. Same thing with Arsène, Guillaume's boss, who is always set in a Chinese restaurant. Why is he always in a Chinese restaurant? That is just one thing that Grégory leaves for the viewer's interpretation. Pour poursuivre la réponse, en fait, ça, c'est quelque chose, je pense, qui vient du documentaire, où on n'a pas accès à tout et où on ne peut pas tout raconter, tout montrer. On filme certaines choses et d'autres, on n'est pas là quand elles se déroulent. Et je trouve que, voilà, j'aime bien quand un film s'arrête,
qu'on ait le sentiment qu'il s'est passé d'autres choses qui ne sont pas dans le film, mais qui pourtant se sont passées ou qui continuent de se passer et qu'on continue d'imaginer que les personnages sont encore là, quelque part, là où on les a laissés quand le film s'est arrêté et qu'eux, ils ont continué leur chemin. J'aime bien cette idée-là. Also, something that might come from his documentary background is that he really likes to not tell everything from a story. So there might be things in the settings, things between the characters that just don't need to be explained, that just don't need to be brought fully to the end of the explanation, that he likes to put out there, and it gives the viewer the impression that maybe life goes on with them, that there can be so many different stories behind those what is told in the movie explicitly. Okay, thank you. In the chat, Matthew Marsom says, I loved the idea that the local government was recreating the cave exactly for tourists to visit, even the smell. And there is an urban myth that they did the same thing with Stonehenge. Et en France aussi, ils ont fait la même chose avec Lascaux et avec une grotte qui s'appelle la grotte Chauvet. Je ne sais plus s'ils ont fait la même chose. Mais enfin, en tout cas, avec Lascaux, ils ont fait une réplique exacte de la grotte parce que la visiter abîmait la grotte originelle. So this is something that they did in Lascaux and perhaps also Chauvet, that they create a replica of the original cave because having so many people visit it just inherently destroys or damages the real cave. In the chat, there's a question. Why did you choose Gaëtan Roussel, a huge star in France, to score your film, and how did you work with him? Ah, Gaëtan Roussel. Ouais, Pas trouvé. Je me dis, mais qui? Avec qui? Donc Gaëtan Roussel, qui est un chanteur français, je l'ai choisi à cause de John Prine. Pourquoi? Non, j'aimais bien Gaëtan Roussel. Ça faisait longtemps que je me disais, tiens, j'aime bien sa façon de fabriquer, de construire des chansons, cette petite mécanique entêtante. Et donc, quand j'ai pris mes places pour le concert de John Prine, le fameux concert en février, je vois première partie Gaëtan Roussel. Et j'étais très étonné parce que Gaëtan Roussel en France est un chanteur très très connu. Et John Prine passait dans une toute petite salle. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, comme je savais que je voulais la chanson de John Prine sur la plage, je me disais, peut-être ça l'amuserait de faire les autres morceaux en écho à cette chanson-là, puisqu'il aime bien John Prine. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés. Effectivement, quand je lui ai dit que je connaissais John Prine, ça l'a interpellé. Et puis, il a regardé le film et puis il a eu envie de faire les musiques et il est venu très humblement. Il a proposé beaucoup de morceaux. J'en ai gardé peut-être un tiers. Donc, c'est toujours, comme c'est quelqu'un comme ça d'une certaine notoriété, mais voilà, ça ne l'a pas gêné. Il a fait ça très humblement. Et puis surtout, il m'a écrit une chanson de fin spécialement pour le film. Et ça, c'était le cadeau, quoi. So his meaning was Gaëtan Roussel is linked to John Prine, who did that song at the beach in Trouville. Gaëtan Roussel is quite famous in France, and Grégory likes how he creates his music. He's known him for, he's very famous in France, but Grégory happened to go to a concert of John Prine, which was in quite a small event venue in France. Because John Prine is not very famous in France. And it happened to be Gaëtan Roussel who was opening for him. And so that intrigued him, and they met, and he thought it would create a good coherence to have both musicians on the score for this movie. And yeah, the meeting went well, and Gaëtan wrote a few songs, and Grégory kept about a third of the songs that they developed together for the film. Gaëtan was super humble about it, was a great person to work with. And the greatest gift of their collaboration was the ending song at the very end of the film, which is made by Gaëtan. I had a question. Cecile, go ahead. Yeah, sorry. Going back to the Anne falling in love with her doctor. So why did you decide that actually she would fall in love with the doctor and not with the chauffeur? And I think it's a great,
I think it's great to keep them in a, as a friendship. And I was wondering at the end if she doesn't have the ideal life, she's gonna have the doctor taking care of her health, and then she's gonna have the chauffeur taking care of all the business. And I was thinking that it's a nice little ménage à trois that work really well. Je voulais pas écrire une histoire d'amour parce que une histoire d'amour, on connaît tous très bien les étapes, les balises. Il y a le premier regard, le coup de foudre, la fébrilité, l'inquiétude de savoir si on va plaire à l'autre, etc. Et je trouve qu'une histoire d'amitié, c'est tout l'inverse. Dans la vie, quand on rencontre quelqu'un qui va devenir son ami ou simplement qui va compter, on ne le sait pas au premier regard. Et puis, il y a du temps qui passe. On passe des moments, parfois des moments intenses, parfois des moments très ennuyeux, comme des kilomètres en voiture. Et puis après, des jours et des jours, des semaines, des mois, on se rend compte qu'on est amis, sans s'en être justement, sans que ce soit quelque chose de soudain et brutal comme une histoire d'amour. Et moi, ça m'intéressait de raconter ça parce que du coup, ce qu'il y avait à écrire, à faire jouer et à saisir, je savais que ça allait être de toutes petites choses, des regards, des sourires, des choses qui se passent parfois à distance, qui se passent sans aucune parole. Et ça m'intéressait de filmer ça. Et ça, je pense que c'est aussi un héritage du documentaire où on cherche à capter des petits regards qui racontent tout. Excuse me. So Grégory was not really interested in writing a movie about love and a love story. We all know the steps that create a love story, and there's much more subtleties in a friendship. We never know what is going to happen. You never know when you meet a future friend how it's going to develop. It's much more complex. There's intense moments, there's boring moments. It takes much longer, and there's less known steps before you suddenly realize that you have created friendships with someone and can, call someone a friend. And he was interested in catching that. And it's not necessarily in words. It can be just glances. It can be little attentions, little just smaller events that are not as brutal as just a love story where things happen in steps and it is a love story. And this stems probably also from his documentary background, where you capture things that just say a lot by not being great events necessarily. Yeah. Just carrying on from there, two people in the chat. Matthew says, I really appreciated that the two main characters were able to become friends, colleagues, without the cliche of a romantic relationship or even a fumbled one, and despite the pretense at her business agent's birthday party. It was lovely to see the friendship celebrated in this way. So a satisfied customer as far as the friendship. And then a similar one from Carolyn, who says, I thought it was a wonderful film with the main characters who don't know their own strengths, helping one another to discover them. And by the end of the film, they have each moved on to work on their own goals. A beautiful film about that journey. I had a follow-up question. Sorry. So also a social commentary you wanted to make, like he's a chauffeur, he's working class. We see a few of that, especially beginning, different they are, and so that she can't really fall in love with the chauffeur. Est-ce que c'est un commentaire social aussi sur le fait qu'il soit chauffeur, qu'il soit de la working class et qu'en fait il tombe pas amoureux peut-être à cause de ça ou... Non, je crois pas qu'ils tombent pas amoureux à cause de leur différence sociale, parce que on a vu qu'au cinéma, voilà, ça existait souvent que des gens de deux classes sociales différentes puissent tomber amoureux. En revanche, c'est vrai que j'ai vite senti quand je faisais les avant-premières que le fait
en France en tout cas, où justement on sort de 2 années très particulières de ce point de vue-là, avec le mouvement des Gilets jaunes, donc où des gens qui gagnent peu d'argent se sont mobilisés massivement pour faire entendre leur voix. Et je sentais que dans les salles, cet aspect-là de l'histoire, le fait que malgré leurs différences sociales, ils étaient tout à fait capables de s'entendre, de manger à la même table, d'échanger des choses, et que justement, ce truc-là n'était pas un sujet. Ça touchait beaucoup les spectateurs, ça les rassurait quelque part. Et c'était pas, enfin voilà, il n'y avait pas, dans mon idée, il n'y avait pas un autre discours social que celui de dire ça n'a pas d'importance. Enfin, dans une majorité d'histoires, comme l'amitié et comme tout ça, la différence sociale n'est pas un marqueur, n'est même pas quelque chose qu'on remarque, quoi. On peut ne pas en faire cas. Voilà, c'était ça l'idée. On peut ne pas faire cas de ça et vivre des choses ensemble. So it wasn't really on purpose any type of social commentary in the French context of the social movements and the Gilets jaunes, the yellow vests that have been protesting in France in the last 2 years. It was interesting to see that when he was showing the film, when it first came out, that the audiences were liking the fact that it was actually a non-topic, that Guillaume, who's working class, and Antoine Berg, who's of a higher social class, could get along just fine, that they were sharing meals, that they were spending time together, where their social class difference was actually a non-topic. So in that sense, if he wanted to convey anything specific about it, it's just that it was not a topic and that it was not really important. Okay. In the chat, there's a question. Please tell us about the daughter. How did you find her and how did you develop the relationship between the father and the daughter? Donc, où avez-vous trouvé, enfin, parlez-nous un peu de la fille et comment vous l'avez trouvée. Voilà. Ouais. Zélie Alexandre. Alors, c'est marrant parce que j'ai voulu écrire un rôle d'enfant parce qu'on dit toujours qu'au cinéma, c'est une des choses difficiles à faire de diriger des enfants. Et là, avec mon directeur de casting, Antoine Carrard, on a rencontré une cinquantaine d'enfants à peu près. Et Zélie, c'était évident tout de suite qu'elle avait exactement ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que c'était une enfant de 10 ans, peut-être 11 ans au moment du tournage. Et en même temps, elle avait quelque chose qui faisait qu'elle pouvait être l'adulte des deux au début. Entre le père et elle, c'était elle la plus responsable. Et c'était incroyable parce que Zélie, elle tourne vraiment comme un comédien adulte. C'est-à-dire qu'elle est capable de venir vous voir la veille avec le texte et de vous dire là, tu es sûr que le spectateur, il va comprendre ce qu'il faut comprendre. Tu dis à la fin de l'année, il demande aux parents, mais il, c'est qui? Alors je lui dis, c'est qui d'après toi? Je ne sais pas, c'est la maîtresse. Je fais, voilà, ouais. Elle dit, alors il faut dire la maîtresse, c'est mieux. Enfin, voilà, elle modifiait le texte et vraiment comme un comédien adulte, je suis un peu confus, pardon. Vous lui donnez une indication, dans la prise suivante, elle fait exactement, elle a compris ce que vous vouliez dire et elle sait le traduire exactement en jeu. Donc, en fait, voilà, je voulais me fixer un petit défi en dirigeant un enfant et je suis tombé sur un enfant qui joue aussi bien, sinon mieux, que beaucoup de comédiens adultes. So he wanted to... Facilement, pas mieux, plus facilement. So he wanted to develop a character that was a child, also as a bit of a personal challenge, because he knows it's harder to, it can be hard to direct a child actor. And they met about 50 kids, and Zélie, so the actress who plays, c'est Léa, who plays Léa. It became obvious that she was 10 or 11 years old when they filmed, and she was obviously a child, but she also had this strength where she could also embody sometimes the grown-up the relationship between her and her father. And she was extremely professional. She came up with questions regarding her text, maybe the day before filming, and saying things like, are you sure they're going to understand this?
like, what do you mean with this thing? Oh, does that mean the teacher? Then I think this should mean that it should say the teacher. She was making suggestions about how to change the text to make it to embody it better, to how she felt it would be conveyed better. She would follow instructions from one take to another, and was just a pleasure to work with, as she was so professional even for a 10-year-old. Thank you. I also had a comment. How did you work with the actors on the set? The chemistry is great among all your cast. It looked like they got along really well. Question générale, comment est-ce que vous avez travaillé avec les acteurs? Il y a l'air d'avoir une super entente entre les acteurs et ils se complètent bien. Alors, c'est intéressant. Donc, Grégory Montel, je le connais très bien. On se connaît très bien. Emmanuelle DeVos, je la connaissais pas du tout. Elle ne me connaissait pas. Et je lui ai envoyé, enfin, j'ai fait passer par son agent le scénario un mercredi soir à 19h. Et le lendemain à 10h, on me disait qu'elle avait lu et qu'elle voulait le faire, ce qui n'arrive jamais. D'habitude, une comédienne du niveau d'Emmanuelle DeVos, elle met 3 semaines, 1 mois à vous donner une réponse. Et puis, il s'écoule 3 semaines de plus avant que vous puissiez prendre un café ou déjeuner avec elle. Là, Emmanuelle, le surlendemain, on déjeunait ensemble et on se disait, on va faire le film ensemble. Ils sont très différents, Grégory et Emmanuelle. Emmanuelle, elle a une formation classique. C'est une comédienne qui est extrêmement impressionnante dans la conscience qu'elle a de ce qu'elle joue. Elle va faire une première prise. Je vais lui faire un retour, mais d'elle-même, elle aura senti ce qui était juste et ce qui l'était moins. Puis dans la deuxième, elle va pareil sentir ce qui était bien, ce qui était moins bien. Dans la troisième, elle va essayer encore d'autres petites choses et elle a cette oreille qui fait que dans la 4e prise, elle est capable de synthétiser le meilleur des 3 premières et de vous faire vraiment une prise parfaite, même sur un texte qui peut durer des fois 3 minutes. Grégory, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il a de précieux, c'est son côté très naturel, on y croit, il ressemble à nos potes, etc. Et du coup, il a peur d'abîmer ça, donc il apprend son texte très tard, parfois pas très bien. Il a toujours peur d'être trop concentré, trop... Donc, c'était très particulier de faire travailler ces deux-là ensemble. Et pour eux, ce n'était pas forcément si évident qu'il paraît, mais ça servait le propos du film, puisque nos 2 personnages sont ça. Anne Wahlberg, c'est quelqu'un qui se lève à 5h du matin pour faire ses gammes et sentir des odeurs. Et Grégory Montel, c'est un chauffeur qui n'a aucun des attributs nécessaires pour un chauffeur, puisqu'il a à peine le permis de conduire. Pardon, j'ai été très long, ça va aller? Oui. So it was great to work with both these actors, because with Grégory Montel, he has a very close relationship. He's one of his very, very good friends. And Emmanuelle DeVos, he didn't know her at all. But what happened is that they sent the scenario to her, the script to her on a Wednesday at 7 p.m. And the following Thursday at 10 a.m., she had already said yes to it, which is something that never happens in the industry. Usually the weeks can go by before you get any type of answer. And so then on the Friday, they were already having lunch together. So even though she is a very famous actress that he had no link with, it worked really naturally between them based on the script. And as actors, they're both very different. Emmanuelle DeVos has formal classical training in acting. Whenever he had feedback about a scene, she would always already be aware of it. She would self-analyze herself and really implement all the necessary changes so that the third take was already, incorporating everything from that needed to be changed. And Grégory Montel is completely the opposite. He is more raw. He is very natural, very spontaneous. He's like, he to everybody, he just gives the feeling of that he's a friend, that he's very accessible.
and he's the opposite. He doesn't always know his text. So it was very special to work with both these characters who had very different ways of working, and but it complemented the purpose of the movie because these two characters are exactly the same. And Walbert will get up in the morning and start working on her perfumes, and Grégory, so Guillaume in the film, is actually a terrible chauffeur. He just gets up and he barely has his driver's license because he has no more points on it, and but he just gets up and does his thing. So the characters and the actors had these parallels. Good, thank you, Mary. Cécile wrote in the chat that Zélie Rixon is in the French TV show on Netflix called Mythomaniac. So if you want to see her in another TV series, she's in that. And then Matthew Marsham asks, given the current pandemic, how is the current state of the film industry in France? As a director, are you able to advance your projects? And what is your next film? Marie, donc les conséquences du coronavirus, oui, en fait, avec la pandémie, quel est l'état de l'industrie du film? Est-ce que, en tant que réalisateur, vous pouvez faire avancer vos projets? Est-ce que vous avez un prochain film? Donc oui, je suis en train d'écrire le film suivant avec le même producteur. Et peut-être sans Grégory Montel cette fois. Mais le coronavirus, les conséquences sont très, très, très lourdes pour plusieurs raisons. D'abord, la fréquentation dans les salles était à moins 70%. Maintenant, ça doit être à moins 60 ou moins 50% encore. Donc, il y a beaucoup moins de monde devant les films qui sont dans les salles. Et ensuite, le cinéma français étant financé par toutes les entrées, y compris les gros films américains. Vous savez, en France, sur chaque ticket vendu, il y a une part de l'argent de ce ticket qui va à un organisme qui s'appelle le Centre national du cinéma, le CNC, et qui est redistribué aux films français pour participer au budget des films français. Donc, quand James Bond, Disney et tous les autres films qui ne sont pas sortis ne sortent pas, ça veut dire que les caisses du CNC restent vides. Donc, c'est sûr que pour les années à venir, même si l'État met particulièrement en France, met beaucoup d'argent dans la culture, les régions mettent de l'argent dans la culture, il va y avoir moins de films qui se feront. Après, pour un film comme Les Parfums ou comme Antoinette dans les Cévennes, c'est presque une chance parce que finalement, on s'est retrouvé dans un contexte où il n'y avait pas la concurrence des gros films américains et où donc en termes de nombre de salles qui projetaient le film et puis durée du film en salle, ça nous a permis de toucher un public plus large que peut-être qu'on aurait fait hors coronavirus. Je sais que Les Parfums, il a eu une grosse sortie en France, il est passé dans un nombre de salles dans lequel il n'aurait jamais pu espérer passer dans un autre contexte. Donc voilà, peut-être que le cinéma français va devoir s'inventer à l'intérieur du cinéma français et sans les films américains. Mais voilà, on ne sait pas plus que dans d'autres pays ce que vont être les choses. Est-ce que les spectateurs vont revenir, tous, pas tous, quand, on ne sait pas. Mais on écrit des films et on a bon espoir quand même qu'il y ait des films qui continuent de se faire. So the sales of movie tickets has gone down dramatically. It was down 70%, and now it's, even though movie theaters have reopened, it's at most minus 60 or minus 50% of usual sales. And the particularity of French cinema is that it's financed by movie entry, but movie theater entries. So whenever a film is shown in France, whether it's a French film or an American blockbuster or anything, a part of the sale of that ticket goes towards this larger organization called the CNC, the National Cinema Center in France, which then redistributes
that budget into French film creation. And so, of course, with the lack of money from all movies that were supposed to come out, especially the high-grossing movies like American blockbusters, this budget is going to go down dramatically. France has a government and regional governments that do care a lot about culture, so there still will be financing, but of course it's going to change and it will have to reinvent itself. And in the current climate, with a lot of the American or international movies coming out, it had the particularity of actually showcasing smaller French movies with a much larger distribution. For example, Perfumes could not have dreamt of having the distribution it got because there were less films to show. So they were shown in much more theaters than they could have imagined if there was the usual offering. His next film. Oh, go ahead. Et est-ce que vous pouvez parler de votre prochain film? Ah, trop tôt. Too early. Trop tôt. Too early to talk about. Il sera assez différent. Dans le sujet, c'est assez différent quand même. So it's too early. Mais ça restera, voilà, ça restera ce mélange de, enfin, ça restera une comédie dans ce ton-là, je pense, mais voilà, c'est très différent. It's too early to talk about it. It will be very different, but also kind of in the same tone, in the same comedic tone. Ce qui est marrant, c'est que le sujet est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Et en fait, dès que je commence à écrire, voilà, le ton revient. On peut rien contre ça, quoi. À la fois, si on me demandait de faire des comédies beaucoup plus efficaces, je saurais pas faire. Ou peut-être que si on me demandait de faire vraiment du drame, ça m'ennuierait. Et j'aurais toujours envie de mettre un peu de causticité dedans, quoi. So his tone just keeps coming back. If he was told to make more efficient comedies, or on the contrary, to make more dramas, he doesn't think he could do that. His tone, he can't fight it. It just comes back. Very good. Netta says, I love the performance of Emmanuelle DeVos. She was such a sourpuss, a grincheuse, in the best sense of the word. She processed things with the most subtle movements of her eyes while still retaining her basic character. Fabulous. She softened and grew in the most believable ways. Elle est un peu comme ça dans la vie. Ouais, elle est un peu comme ça dans la vie. Emmanuelle DeVos, elle préfère être dans un dîner avec 3 personnes qu'une fête avec 50 personnes. Et il paraît qu'adolescente, elle était encore plus comme Anne Wahlberg. Donc, elle s'est vraiment... je crois que c'est pour ça qu'elle a dit oui très vite au scénario, parce qu'au bout de quelques pages, elle se reconnaissait vraiment dans ce personnage qui à la fois est drôle. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas hautaine, elle n'est pas méprisante. Elle est juste très dans sa bulle, quoi. Un peu autiste. Et Emmanuelle, justement, de par le sérieux qu'elle met dans la pratique de son métier, qui pour elle, est, même après 20 ans de carrière, des succès, de la reconnaissance, etc., elle ne prend jamais un rôle à la légère, Emmanuelle. Elle travaille beaucoup, beaucoup, et elle ne supporte pas qu'à côté d'elle, ça ne travaille pas. Et donc, voilà, elle s'est reconnue là-dedans par rapport à Anne Wahlberg, ce côté un peu strict, un peu discipliné, mais voilà, quand elle fait une blague, ça ne marche pas toujours. Ben, c'est ça, c'est un peu Emmanuelle aussi, ça. Yeah, Emmanuelle and Anne Wahlberg, they're kind of similar. Emmanuelle is kind of similar to Anne Wahlberg in real life. She will prefer having dinner with 3 people than ever going to a party with 50 people. And they also have this kind of bubble feeling, and that's why she could really understand the character of Anne Wahlberg, was this slightly autistic personality. And even after 20 years of a very successful career, she works all her roles a lot. She has this strictness and self-discipline. And in the same way, like when she makes a joke, like Anne Wahlberg, it kind of falls flat sometimes. She's not the funniest. She could really relate to this role. Thanks. Susie, did you put your hand up
for a question? Oh, okay. Sorry, I just saw a hand. Do we have other questions from people or comments, things you'd like to know? I have a question. This is Matthew again. Sorry for my questions, but I know you you write your own movies, and is that do you feel that you would only want to direct your own movies where you're also the writer, or and is your writing collaborative with others? I'm interested in how you approach the writing of the film. C'est une question sur votre écriture. Il sait que vous écrivez vos propres films. Est-ce que vous seriez intéressé est-ce que vous avez toujours envie d'écrire vos propres films? Est-ce que vous collaborez avec d'autres scénaristes? Comment est-ce que vous approchez l'écriture de films et maintenant et dans le futur? Alors celui-ci, je l'ai écrit seul. Le prochain, je collabore avec une scénariste, mais je pense que je vais quand même principalement l'écrire, enfin pas seul, mais voilà, les dialogues, etc. Je pense que je vais les écrire moi. Est-ce que je serais capable ou intéressé par tourner le scénario de quelqu'un d'autre? Oui, mais certainement que j'aurais envie de le réécrire. Moi, ça me paraît assez naturel. Alors, c'est vrai que c'est très français, mais d'écrire et de tourner. Alors, du coup, c'est plus long. On fait moins de films parce qu'il faut le temps de l'écrire. Et puis, voilà. Mais je sais pas, ça me paraît assez logique parce qu'un film, c'est tellement. Puis, on dit souvent que ça s'écrit 3 fois, un film. Ça s'écrit au scénario, ça s'écrit au tournage et ça s'écrit au montage. Et c'est vrai qu'à chacune de ces étapes, on réécrit l'histoire quelque part. Et donc, je vois mal comment je pourrais faire sans écrire mes scénarios. Par exemple, quand on va chercher les décors, on a écrit un scénario et puis il y a quelque chose qui se passe dans une station essence et puis on tombe sur un autre décor, un parking de gymnase et on se dit « Ah, mais ce serait intéressant que ce se passe plutôt là, etc. » Donc, on continue d'écrire, même quand on va chercher les décors, quand on cherche les comédiens, on continue d'écrire. On se dit « Ah, mais tiens, ce comédien-là, finalement, ça ne ressemble pas au personnage que j'avais écrit, mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant qu'il soit comme ci plutôt que comme ça ?» Et puis, dans les costumes, on va réécrire aussi le personnage. Donc, pour moi, c'est vraiment une seule et même chose, quoi, entre l'idée qu'on a sur un coin de table de café et puis ce qu'on va faire 2 ans plus tard au montage. Pour moi, tout ça, c'est de l'écriture. La direction des comédiens, c'est de l'écriture. Souvent, je leur dis, vous pouvez vous tromper dans les dialogues, mais vous ne trompez pas dans les silences. Parce que les silences, voilà, sont parfois ils racontent plus de choses que les mots des dialogues. Et c'est une manière, c'est une manière d'écrire, de surveiller si les silences sont les bons quand les comédiens jouent. On veut retrouver le rythme qu'on a quand on a écrit sa phrase de dialogue. Donc pour moi, c'est vraiment un tout et ça me paraît, ce serait pas la même chose de prendre un scénario déjà écrit et puis juste de le fabriquer comme le font un certain nombre de réalisateurs. Mais voilà, mon plaisir serait pas entier. Mm-hmm. So right now he's actually collaborating with another scriptwriter, but he will probably still remain the main scriptwriter, and he sees the whole writing experience as something holistic, where he's not really prepared to kind of let go of any part of it. And he says, writing a film is actually, you write it 3 times. You write the script, you rewrite it when you're filming, and you rewrite it when you're editing, because it can change at every step of the creation. And maybe you're filming a scene at a gas station, but then you see another parking lot and you think it could fit well. And so he likes this flexibility and spontaneity when filming, where you really start with an idea, but you develop it along the way. And he likes having control over that, where he had the budding idea one day, and then years later, he's still able to decide where it's going to go. And for example, when he writes a line that will have some silent parts, he's then directing the actors, and he can really convey his first intention, for example, in a dialogue where the silent parts
will take a lot of importance, and he can really kind of shape this into the way he intended when writing it. Par exemple, la scène de la plage où, vous savez, ils arrivent à la plage et puis il pleut. C'était pas écrit comme ça. On devait tourner ça un jour de beau temps et puis il n'a pas fait beau. Donc, la veille au soir, vous savez qu'il va pleuvoir ou qu'il y a des risques qu'il pleuve. Il faut réinventer la scène, ou la scène de la fin quand ils sont sur le parking devant chez Dior dans la voiture. C'était pas du tout ce décor-là qui était prévu, et puis on a perdu le décor qui était prévu. On a trouvé ce décor-là la veille. Et du coup, je me souviens que la nuit qui précédait cette scène-là, j'ai écrit je me suis levé à 3 moments différents pour réécrire la scène, et puis le lendemain matin, je l'ai donnée aux comédiens et on l'a tournée, et puis ça marche très bien. Mais voilà, c'est pour ça que ça s'arrête jamais, quoi, d'écrire le film jusqu'à la fin du montage, ça s'arrête pas. Et moi, j'aime bien au tournage qu'on puisse réécrire des choses. Donc c'est vrai que là, dans la collaboration que j'ai avec cette scénariste, c'est moi d'abord qui écris, puis je lui envoie des idées, des ébauches de séquences, etc. Et elle réagit sur la psychologie des personnages, etc. Mais c'est toujours moi qui suis à l'initiative de l'écriture, quoi. So there are 2 examples of actually scenes that were kind of rewritten along the way. The scene at the beach, and it was actually supposed to be a sunny day. And then when they were getting ready to film there the day before, they said it was going to rain. So they had to adapt this whole scene and improvise the day before to rewrite it for a rainy day. That was very well made, by the way. And same thing with when they go visit the offices of Dior. They had a different location for where they were going to film, where they arrive in the car. And this had to change. Same thing, they had to rewrite the night before. He woke up 3 times that night to rewrite elements of it. And so he really enjoys the fact that there's a whole production line that is not really fixed, that it can move and be changed along the way. And so right now he's collaborating with a scriptwriter, but he's still the one taking and giving all the initiatives. He writes the premise of everything, and it's really collaboration, where the other scriptwriter sends suggestions or will help him develop the psychology of characters or things like that. But he still likes to remain the main writer of his works. Very good. A comment in the chat says, the last scene at the school was so perfect to this film. Thank you for letting us know that he was a success for his daughter. Ça, c'est marrant parce que ce plan-là, les quelques plans qu'on fait dans cette salle de classe, on est très en retard ce jour-là, et on fait tout au Steadicam en 40 minutes, quoi. Et il y a ce hasard qui fait qu'il y a ce mouvement de caméra, et puis le regard de Zélie qui est parfait, qui a compris évidemment quel regard elle devait avoir sur son père, mais le fait qu'il y ait ce passage de caméra et puis le regard qui tombe juste et qui dure juste le bon moment, etc. Voilà, ça c'est un cadeau. Et moi vraiment cette scène, en fait vous êtes derrière le combo, et voilà, et ça vous émeut très fort, et vous savez que c'est la bonne. Et à chaque fois, j'ai dû voir le film plus de 100 fois. Et puis au montage, oui, je ne sais pas combien de fois j'ai vu cette scène, mais c'est vrai qu'elle fonctionne à chaque fois. C'est un peu je ne l'explique pas, je ne saurais peut-être pas du tout la refaire, mais voilà, elle était là. So the story behind this scene is that they were really late in shooting it. So they actually shot it in about 40 minutes with a Steadicam, and he's amazed by the moment where Zélie, the actress who plays the daughter, looks at her dad with this amazing look of pride, and he's seen the movie over 100 times and ever so many times when editing the film, and he still loves this scene and how Zélie, the actress, looks at her dad in this scene.
There was a couple of comments that were Go ahead, very Jess. similar, actually. The role of the boss at the Chinese restaurant was very funny. Was this a reference to American gangster movies? And then Netta mentioned the boss sitting in the restaurant reminded me of a mafia boss or of mafia bosses in scenes in Scorsese films. Typiquement, ça prolonge la question précédente parce que dans le scénario, à chaque fois qu'il allait voir son boss, c'était dans un restaurant différent. Mais le boss était tout le temps en train de bouffer, une fois dans un italien, une fois dans un japonais, une fois, je ne sais plus. Et puis, en repérage, on est tombé sur ce restaurant chinois et qui nous a paru tellement cinématographique, tellement incroyable avec le chef déco qu'on s'est dit, mais si on le mettait là à chaque fois. Et du coup, ça a créé le personnage du boss, effectivement, comme vous le dites, Jennifer, comme un de ces vieux parrains, enfin de ces vieux pères de famille italien dans un restaurant, voilà, qui est là toute la journée, qui de temps en temps se fait servir quelque chose à manger, mais on ne sait pas trop si… Et oui, la référence, elle est clairement celle-là. Mais c'est le lieu et le côté cinématographique du lieu qui nous a donné l'idée de faire de ce personnage une espèce de parrain, mais en même temps tellement gentil, tellement paternaliste. On le voit dès qu'il ouvre la bouche, Arsène, on voit bien qu'il ne peut pas être méchant. Et même s'il a cette veste en cuir, etc., il a un peu les atours du parrain, mais on voit bien qu'il est tout sauf ça, quoi. Et le comédien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Gustave Kervern, qui est aussi un réalisateur très connu en France, voilà, avec Benoît de Lépine. Ils ont fait des grands succès encore récemment et dans un style de comédie très, très particulier que moi j'aime beaucoup. Donc, c'est toujours très touchant quand un réalisateur, parce que pour moi c'est d'abord un réalisateur comme ça, accepte de venir faire une toute petite chose dans votre film et qu'on joue avec son image comme ça. Pour le coup, c'est un parrainage. Voilà. So at first in the script, it was not just a Chinese restaurant. It was every scene with Arsène, Guillaume's boss, they would set it in a different restaurant. One time an Italian, another a Japanese restaurant. But then when they were scouting locations, they found this Chinese restaurant and they just loved the setting so much that they thought, oh, well, let's just put him in this restaurant at every scene. And it's also this restaurant that made them kind of switch this character into a bit of a Scorsese movie, maybe gangster, maybe not, kind of godfather figure. And the humor in this is also that's the impression that we get from just the location and how he's just sitting and eating all the time. But at the same time, whenever he talks, he's just this fatherly, kind of still protective figure over Guillaume. And the actor who actually plays Arsène is Gustave Kervern, who's actually a director and directs a very special style of comedy with Benoît de Lépine. And so Grégory found it really funny to have this director that he admires play a cameo in his film. Not funny. T'es touché. It was moving. Susie, go ahead. Après, sorry. Non, après, ce qui était intéressant aussi dans l'idée qu'il n'aille pas voir son patron dans un bureau, dans une entreprise, ça donnait presque un caractère illégal, un peu, ou à la limite de l'activité de Guillaume. Et donc, ça le fragilisait encore plus dans sa situation de père de famille qui essaye d'avoir la garde de sa fille. On ne sait pas trop s'il a des bulletins de paye ou pas, quoi. Voilà. And also this setting to have the boss not be in a regular office, it gave this impression of like semi-illegality that makes the character of Guillaume even more fragile while he's trying to get custody of his daughter, while he's trying to find an apartment. There's this kind of thing where we don't really know if what he's doing is legal, and just weakens, gives this character a little bit more fragility. I'm just going to read a couple of things from the chat. They're all complimentary.
to you, Gregory, for doing such a marvelous job with the film. I'm not surprised to learn that you're a perfectionist. That is why the film is rich and fascinating. Merveilleux. And then Raphael and Emma said, we agree, it's such a beautiful film. And then Penny Taylor says, yes, a jewel of a film. Thank you, Monsieur Magne. And thank you, Ms. Koznar, for your amazing job of translating. Very welcome. Thank you. Ouais, merci beaucoup, merci, Marie. Right. And Cécile says at the end that we showed at our festival over the years, we've showed several films directed by Delphine and Kervern, Louise Michel, Le Grand Soir, and Gustave Kervern was in our film, in the film that we showed, Fish Love, which was, Sure. we presented it, we had that at the festival in June. Yeah. So I think, Susie, go ahead with your Just a quick question regarding the professor or the doctor and his manner of speaking, because it was very particular. In fact, I had a almost difficult time understanding him. What's his background as far as, I know it was very charming either way. He's Spanish, you know? Okay. That's why. Okay. Maintenant, je comprends. Voilà, elle a ces petits accents comme ça. Oh, yeah, exactly. Ouais, du Sud. Okay. So, Cécile, would you like to say a few words as we get ready to close down? I think, Gregory, you've been magnificent. And Marie, fantastic. Thank you. Thank you. You're welcome. We've been going for an hour and 20 minutes. So it's a long time to be translating. I know how hard it is, and I know what it is to answer questions for that length of time. So thank you ever so much, both of you. So Cécile, would you like to say the last few comments? Sure. Oh, Jennifer, somebody wants to talk before I say. Alexa, did you raise your hand? Oh, no. Okay. Jennifer, did you raise your? Okay. Nope, we're good. Okay. Sorry. So yeah, thank you. I'm just gonna say what Kevin said. Thank you, Gregory. It was very enlightening and great to have you talk with us and these beautiful films. We had decided to have a light mini fest because things are really difficult in our everyday life. You know, both with the elections and the virus, and so thank you so much for you know, bringing so freshness and humor and well being very thoughtful. So thank you. And, we are meeting again at 6:30 today, and we'll discuss Felicita. And tomorrow at noon, we have another guest, Méliane Marcaggi, who directed The Morning After, Belfield, will be with us. So thank you. Watch a lot of films, and we'll see you later tonight. Merci beaucoup, Grégory, et merci, Marie. Très, très, très bien. Merci beaucoup. C'était fantastique d'entendre toutes ces choses du film et puis de votre carrière. Et nous vous souhaitons bonne chance et bonne continuation avec tout ce que vous faites. Merci. Je voulais juste vous dire que c'était très émouvant pour un réalisateur français, et je pense que les autres réalisateurs qui ont été représentés ou qui sont représentés dans votre festival le vivent de la même manière que moi. C'est très émouvant de se dire que son film est vu voilà, aux États-Unis par un public d'une autre culture, qui a une vision de la France ou qui ne connaît pas la France, etc. C'est voilà, c'est très émouvant parce que les États-Unis, ça reste la grande nation du cinéma, avec la France, puisqu'on l'a inventé, mais quand même. Et voilà, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai honneur aussi. Et merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. So last words, it's very moving for a French director to know that he's catching the interest of an American audience. It's very moving that this other nation of cinema
the first one being France, is interested in French films, and that even if you may not know France or you come just from a different cultural background, it was a real pleasure for him to speak with us. Merci, thank you. Merci à vous tous. Merci. Puis à tout à l'heure Au et revoir. à bientôt, à la prochaine fois. With pleasure. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Bon, là, je vais- Merci. Kevin, I have a question. Go ahead, Susan. Can we see these films that you're showing any other time, or are they only from the French Film Festival? At the moment, as far as we know, they're only from the film festival. It could be because some of these films have have got other distribution. Maybe like a local cinema, like Varsity Theatre, for example, they've been doing films, but they haven't been doing a lot of French films. But sometimes the one that we've shown, it's also been shown at the Varsity. So it would be probably more through kind of hunting around. That's all I know, really. Yeah. Or this is another film that you showed years or a while ago of Faces Places, and I thought it was going to be shown on Netflix or Hulu or something. Yeah. How So do I find that? Faces Places was on Netflix. I don't know if it still is, but it certainly was for a while. And if you're looking for films, and I'm not really here to publicize for Amazon, but Amazon Prime often has them for like $2.99 or $3.99 or $4.99, that kind of price, sort of a low end price. On the And there's TV or on the computer? Well, you can watch Prime Video on your TV. Oh, okay. And there is an app called Just Watch. And if you have that app, they generally give you all the sources, so you have even a choice sometimes. And they'll tell you if something isn't streamable yet, so that's a shortcut. This was a wonderful lineup. Oh, Cécile, this is just like, well, 4 out of 5 anyway. I've got Belle-Fille to go, but these were wonderful. And the shorts are paired so expertly, as Kevin said yesterday. You have a gift to do that, for that. So thank you. I'm so happy that you had all comedies in this time of pandemic. Yeah, we thought about it for a long time. But deep comedies, except, well, Netta didn't think one of them was deep, but 3 of them at least were deep comedies. All right, everyone. Thank you. Merci. Bye. Merci. Yes, Thank you. Ciao, Jennifer. See you tonight. See you this evening. Great job. Yep. Oh, get on the right one today. Yeah, tonight. I was on the right one for tonight. Just a little early. Thank you. Sorry about that. When they started mowing, it was like I'm like, no, I cannot unmute. Nobody will hear me. So that was helpful. Thank you. All right. I'll see you tonight.